Bonjour à tous, aujourd'hui, dans Il était une fois le vieux monde, les grands personnages de l'Empire dans le monde qui fut. La plupart des personnages dont nous allons parler dans cette vidéo ne sont pas contemporains les uns des autres, mais ils ont tous influé peu ou prou sur l'histoire de l'Empire dans le monde de Warhammer. Avant de nous lancer dans la présentation de ces personnages, il convient de parler des crocs runiques. Il existe 12 crocs runiques. C'est après la bataille sanglante du col du Feu Noir, où la Wag de Vagraz-Fanlaur a été écrasée par une force combinée des nains et des humains, que le roi Kurgan Barbe de Fer voulut montrer sa gratitude à Sigmar en personne en lui offrant des présents magiques pour l'Empire qu'il venait de constituer. Le roi mit alors au travail Alaric le Fou, le plus grand des maîtres des runes, lui commandant 12 grandes épées, une pour chacun des généraux humains qui avaient combattu aux côtés de Sigmar. Alaric se mit alors au travail pendant de nombreuses années. Quand il émergea finalement de ses forges sous les montagnes, environ un siècle après la bataille du col du Feu Noir, Sigmar était alors depuis longtemps parti vers l'est, et les généraux qui avaient combattu à ses côtés à l'époque étaient tous morts. Les crocs runiques furent donc présentés à l'empereur Eldritch, qui les divisa entre les comtes électeurs. Ces lames étaient hors du commun et sont rapidement devenues des symboles d'autorité, de respect et de prestige. Beaucoup d'années ont passé, l'Empire a livré de nombreuses guerres et de nombreuses batailles, et les crocs runiques ont survécu à travers les âges. À l'heure de Warhammer Battle, 10 sont entre les mains des comtes électeurs encore en place, et pour les deux derniers, ceux des provinces qui ont disparu, Kirk Helborg porte le croc runique de Soland et celui de Drakvald est sorti de l'armurerie impériale pour être confié à un général lorsque les circonstances l'exigent. Les crocs runiques étaient, sont et demeurent des symboles de gloires impériales et des armes magiques à la puissance terrifiante qui figurent avec Galmaraz parmi les artefacts les plus anciens et les plus précieux de l'Empire, constituant à présent le symbole de la fonction de comte électeur. À tout seigneur, tout honneur, commençons par l'empereur Karl Franz himself. On dit de l'empereur Karl Franz qu'il est le plus grand homme d'État du vieux monde. Il est reconnu comme un maître incontesté des arts et des sciences, comme un innovateur en matière militaire et comme un valeureux guerrier. Grâce à ses efforts, l'Empire a prospéré sous son règne. L'école des ingénieurs impériaux s'est développée, les collèges de magie ont gagné en puissance et l'armée a bondi de victoire en victoire. L'empereur prend personnellement le commandement de son armée quand cela est possible et il collectionne littéralement victoires et conquêtes. Ce fut Karl Franz qui mena la charge de la Reitguard à la bataille de Norduin contre les Bretonniens. La bravoure personnelle de l'empereur brisa finalement la résistance de la garde bretonnienne et la repoussa hors du défilé étroit qu'elle avait durement défendu durant toute la bataille. L'empereur tira alors rapidement avantage de la vulnérabilité des Bretonniens en menant la Reitguard dans une manœuvre d'encerclement et en chargeant les arrières de l'armée ennemie. L'armure de l'empereur, fabriquée par les nains, comporte certaines pièces de l'armure que portait Magnus le Pieux à la bataille de Kislev. Elle est finement ciselée d'or et magnifiquement décorée de plumes et de rubans de soie. L'empereur est armé du marteau de Sigmar, l'arme offerte à Sigmar par le roi nain Kurgan Barbe de Fer. Il fait partie des armes magiques les plus puissantes créées par les nains. L'empereur porte un médaillon enchanté, le sceau d'argent, qui protège Karl Franz des coups les plus puissants et de la magie. Il fut créé pour Magnus le Pieux par le sorcier guerrier Frederick von Tarnus après la Grande Guerre contre le Chaos. Magnus le Pieux. Magnus le Pieux est l'une des figures historiques les plus célèbres de l'Empire et l'un de ses plus grands empereurs. Magnus était un génie aux idées radicales et anticonformistes, doté d'une foi inébranlable en l'unité de l'Empire et en la divinité de Sigmar.
Sa famille l'expédia à la grande université de Nuln, où elle espérait que les études le calmeraient. Cela ne marcha pas, car le jeune étudiant, accompagné d'un cortège de partisans, se mit à voyager à travers le Reikland, et bientôt ses discours enflammés lui gagnèrent de nombreux sympathisants au sein du petit peuple de l'Empire. Magnus alla vers le nord de cité en cité, s'adressant aux gens sur les places de marché et en rassemblant une immense armée derrière lui. Les comtes électeurs et les bourgmestres reconnurent en Magnus le chef qu'ils attendaient, et bientôt, l'armée des citoyens fut rejointe par des troupes provinciales et par des soldats des comtes électeurs. Une fois parvenue à Middenheim, elle était l'armée la plus nombreuse que l'Empire n'ait jamais connue, et Magnus fut obligé de la diviser en deux, car aucune terre n'aurait pu fournir assez de nourriture et d'eau pour subvenir à ses besoins. La première armée, composée en grande partie de kislévistes et de cavalerie légère, avança sur Prague dans l'espoir de briser le siège qui étranglait la ville. Ils arrivèrent trop tard pour sauver Prague, mais réussirent à détruire une partie de l'arrière-garde de l'armée du chaos. La seconde armée, commandée par Magnus en personne, marchait sur Kislev, espérant se réapprovisionner à la capitale avant de poursuivre sa route. Ils découvrirent alors que la cité subissait déjà l'assaut des hordes du chaos et coururent à son secours. Pendant la bataille qui s'ensuivit, les forces du chaos furent vaincues et Magnus rentra chez lui sous des acclamations triomphales. Ludwig Schwarzhelm. Ludwig Schwarzhelm est le champion de Karl Franz, une figure emblématique renommée à travers tout l'Empire pour son physique imposant et l'expression sévère de son visage. On dit même qu'il n'a jamais souri de toute sa vie. Son rôle est de représenter l'empereur lors des duels de justice. Ces duels tiennent lieu de jugement pour les nobles de haut rang accusés d'avoir enfreint les lois impériales. Ludwig est aussi le garde du corps de l'empereur et sa seule présence est souvent suffisante pour décourager les tentatives d'assassinat. Sur le champ de bataille, Ludwig porte l'étendard personnel de Karl Franz. Il est armé de l'épée de justice, une armée antique transmise de champion en champion à travers les règnes successifs de l'empereur. Elle est gravée d'anciennes runes naines, de vengeance et de châtiment. Les nains sont particulièrement habiles dans la création de ce genre de runes, et jusqu'à la fin des temps, Ludwig Schwarzhelm n'aura jamais été vaincu. Le grand théogoniste Volkmar. Sous le règne de Karl Franz, le grand théogoniste se nomme Volkmar le Sévère. Volkmar est un prêcheur zélé et fanatiquement dévoué à la destruction du chaos, mais il est aussi un puissant guerrier qui n'a pas peur de faire face au péril du combat. Quand le théogoniste accompagne l'armée impériale, il conduit l'autel de guerre de Sigmar, un immense chariot qui transporte l'autel sacré surmonté d'une gigantesque statue de griffon. La statue fut sculptée sur l'ordre de Magnus le Pieux après son couronnement. Le griffon est l'emblème de sa dynastie. L'autel de guerre est une source de magie pure que le grand théogoniste peut drainer en utilisant son bâton de commandement. Le grand théogoniste n'est pas un sorcier, ses pouvoirs viennent de l'autel de guerre. Le griffon de jade, quant à lui, est un grand morceau de jade qui couvre le torse du grand théogoniste. Il draine un peu de l'énergie magique de l'autel de guerre et lui d'une lueur vert sombre. Si le grand théogoniste est touché, le griffon de jade utilise le pouvoir de l'autel pour le guérir instantanément. À moins que le grand théogoniste ne soit tué sur le coup, le griffon de jade lui permettra de résister à des blessures qui auraient tué un homme ordinaire. Le bâton de commandement, quant à lui, est l'emblème de la charge du grand théogoniste et aussi une puissante arme de destruction. Il draine le pouvoir magique de l'autel de guerre et le transfère au grand théogoniste. Cela lui permet de jeter des sorts et lui donne une force incroyable. Enfin, sur l'autel de Sigmar, on trouve le corps de Sigismund. L'empereur Sigismund reçut ce corps enchanté des nains après la bataille de la vallée de Grimgrill. À la mort de Sigismund, durant le siège d'Aldorf, le corps fut gardé dans le temple de Sigmar.
Il y est encore aujourd'hui et il retentit par 3 fois lors de l'anniversaire de la mort de Sigismund, comme un rappel solennel des jours sombres, quand l'Empire était ravagé par les orques et Altdorf presque entièrement détruite. Quand l'hôtel de guerre part à la bataille, le corps de Sigismund est emmené avec lui. Le grand patriarche des collèges de magie. Tous les 7 ans, les représentants des 8 collèges de magie d'Altdorf se réunissent pour décider lequel d'entre eux sera le nouveau grand patriarche. C'est une décision importante car les vents magiques seront plus puissants pour le collège d'origine du grand patriarche, alors que les autres collèges verront leur magie s'affaiblir. L'épreuve pour déterminer le collège dominant prend la forme d'un violent duel magique dans lequel des sorciers gladiateurs et leurs apprentis combattent pour vaincre leurs rivaux. Dans les années passées, ce duel se déroulait sans aucune règle et provoquait souvent la destruction de plusieurs quartiers d'Altdorf, causant un carnage parmi la population civile. Aujourd'hui, le duel se tient dans des limites strictes. Il est devenu l'un des spectacles les plus prisés du calendrier impérial. Sous le règne de Karl Franz, le grand patriarche est Tyrius Gorman, sorcier flamboyant et chef de tous les sorciers impériaux. Il réside à la cour impériale d'Altdorf, c'est l'un des plus anciens et des plus écoutés des amis de l'empereur. Il porte le bâton des patriarches, créé pour le premier grand patriarche Volans par le sorcier guerrier Frederick von Tarnus après la Grande Guerre contre le chaos. Le Reichsmarschall Kurt Helborg, capitaine de la Reichsguard. Kurt Helborg est le capitaine des chevaliers de la Reichsguard, l'un des conseillers militaires les plus proches de l'empereur Karl Franz. Il est réputé pour être la plus fine lame de l'Empire. Comme capitaine des chevaliers de la Reichsguard, Helborg est le chef de l'unité des guerriers les plus puissantes de la nation. Il est aussi le Reichsmarschall de l'Empire, commandant de toutes les forces impériales, second après l'empereur. Il a souvent dirigé l'armée impériale dans les batailles, et il est l'un des généraux les plus expérimentés du Vieux Monde. Helborg porte un gros runique forgé par le nain Alaric le Fou. Il porte aussi les lauriers de la victoire, lauriers enchantés par le magistère de l'Ordre Gris. Boris Thornbringer, comte-électeur de Middenland. Comte-électeur du Middenland, Boris est l'un des guerriers les plus féroces de l'Empire, et le Middenland est l'état impérial le plus indépendant et le plus puissant. Boris perdit son œil droit au combat contre les bandes du chaos dans la forêt de Dragwald. En tant que comte du Middenland, c'est un fervent dévot du culte d'Ulrich, dont le temple principal se trouve justement à Middenheim. Lorsque Karl Franz fut élu empereur à la mort de son père, seul Boris Thornbringer s'opposa à lui. Boris perdit le vote malgré le soutien du haut prêtre d'Ulrich. Depuis, il s'avère être l'un des comtes les plus énergiques et les plus loyaux à Karl Franz. Il porte mort les jambes, le croc runique du Middenland et le talisman d'Ulrich qui protège son porteur contre les pires sortilèges. Aldebrand Ludenhoff, comte-électeur de Auckland. Bien que le Auckland ne soit pas une province particulièrement grande ni importante, son comte est l'un des seigneurs les plus valeureux de l'Empire. Aldebrand est grand et maigre, mais il est très puissant et robuste. C'est un adversaire de taille, même pour des guerriers plus grands et plus forts que lui. Il a une passion dévorante pour la chasse, particulièrement pour la fauconnerie. Son palais se trouve non loin de Ergig, la capitale, entouré principalement de terrains de chasse. Il est particulièrement fier de son élevage d'oiseaux de proie qui occupent de nombreuses cages et ont tendance à envahir le palais, à tel point que chaque pièce a au moins un rapace en cage. Même en combat, le comte porte un faucon sur son bras. Waldemir von Rockhoff, comte-électeur d'Ostland. Le comte-électeur d'Ostland vit sur la frontière septentrionale et orientale de l'Empire, au-delà desquelles s'étend le pays des trolls et des désolations nordiques. La pauvreté de la région et la menace constante du danger y ont développé une race opiniâtre et vaillante. Le comte-électeur d'Oswald est Wladimir von Rockhoff.
Comme son père avant lui, il a passé sa vie à combattre, affrontant les bandes du chaos, repoussant les raids des Nordiques, traquant les orques errants et réprimant les incursions des bandits de Kislev. Même sa province n'est pas sûre, car les forêts et les montagnes sont remplies de renégats, d'hommes-bêtes, de trolls, de géants et de bien d'autres ennemis. Valmir von Rokov est un puissant seigneur qui, depuis de nombreuses années, veille avec vigilance à la défense des frontières nord de l'Empire menacé par le chaos. Il est armé de l'arc-dragon d'Ostland, celui-ci orné de puissantes runes qui confèrent une énorme puissance à son utilisateur. Ses flèches ont des pointes en cornes de dragon et se dirigent par magie vers le cœur de leur cible. Marius Leitdorf, comte-électeur d'Averland. Marius Leitdorf est connu sous le nom du Seigneur fou d'Averland. Sombre et morose, il est sujet à de violents accès de rage que personne ne peut calmer. À d'autres moments, il souffre de périodes de profonde dépression. Il se renferme alors sur lui-même et ne parle à personne pendant des semaines. Ses humeurs intenses et imprévisibles lui ont valu de nombreux ennemis dans l'Empire. Il n'est le bienvenu ni dans les cours des comtes électeurs, ni même à la cour impériale. Le goût de Marius pour les soies fines, le velours et les vêtements luxueusement taillés est légendaire et pousse certains à croire, bien à tort, qu'il n'est qu'un bellâtre incompétent. On dit communément qu'il est fou, et peut-être l'est-il, mais sa rage irraisonnée est appuyée par un esprit aiguisé et le talent d'un artiste. Homme d'épée, poète, peintre, ingénieur et inventeur, il excelle dans toutes ses disciplines et dans bien d'autres encore. Son habileté à l'épée est inégalée, si ce n'est peut-être par le Reichsmarschall Kurt Helborg, mais les deux hommes ne se sont jamais affrontés malgré des années d'inimitié. Marius combat avec deux armes, le croc runique dans une main et une longue dague dans l'autre, un mode de combat qu'il maîtrise mieux que quiconque. La tsarine Katharina, la reine de glace de Kislev. Le peuple de Kislev a émigré dans le Vieux Monde en quittant les régions de l'est des montagnes du bord du monde et fondé le royaume qui s'étend le long des frontières nord-est de l'Empire. Ces seigneurs sont des puissants sorciers guerriers, pratiquant un style de magie assez différent de ceux utilisés par les collèges de magie. Cette magie tire sa puissance de la terre et manipule le froid, le gel et les vents glaciaux. La tsarine Katharina est la reine de cette race guerrière, ayant succédé à son père, le tsar Boka. C'est la plus puissante magicienne à avoir jusqu'ici porté la couronne de Kislev. Son port hautain et son expression glaciale lui ont fait donner le surnom de reine de glace de Kislev. La tsarine porte l'épée de terreur froide qui fut forgée par l'ancienne reine Khan Mishka des Gospodars dans les jours antiques où les premières tribus kislevistes immigraient vers l'ouest. Mishka mena ses hordes très loin au-delà des frontières de l'Empire, vainquit deux armées impériales et causa des destructions considérables avant qu'une alliance d'impériaux, de Bretoniens et de nains ne fasse reculer ses hordes. Depuis ce temps-là, le tsar de Kislev et l'empereur ont forgé une alliance contre les menaces du chaos. L'épée terreur froide est l'arme des tsarines de Kislev. Seule une tsarine peut la porter et si un homme ne fait même qu'en effleurer la lame, il meurt instantanément gelé. Le froid intense émanant de l'arme peut tuer tous ceux qu'elle blesse. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo non exhaustive sur les héros de l'Empire, d'hier et d'aujourd'hui, du Vieux Monde, du monde de The Old World et du monde de Warhammer. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous sur vos réseaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire par son Tipeee, les liens sont dans la description de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, mais d'ici là, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.